Et notre invitée politique ce matin, c'est Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée écologiste de Paris. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. On va commencer en parlant de ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline. Sandrine Rousseau, une manifestation interdite contre les méga-bassines a provoqué de violents affrontements entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Il y a eu plusieurs blessés, pronostic vital engagé pour l'un des manifestants. Est-ce que vous condamnez clairement ces violences, y compris de la part de ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre ? Comme je l'ai déjà dit, je condamne toutes les violences. Mais là, il y a une responsabilité dans le maintien de l'ordre dans cette manifestation. Et en fait, il y a une responsabilité du pouvoir politique. Et ça n'est pas pareil de donner des ordres, de lancer jusqu'à 4000 grenades. Visiblement, il y a eu 4000 grenades lancées. Et la responsabilité des manifestants qui étaient là pour défendre le bien commun qui est l'eau. Ça n'est pas la même chose. Ils étaient tous là pour défendre le bien commun ? Ah oui, ils étaient tous là pour... Quand vous venez avec des haches, avec des boules de pétanque, avec des couteaux... Après, il y avait des individus violents, c'est indéniable, mais ils étaient là pour défendre un bien commun, oui. Et là, on a une situation où, en fait, on défend l'appropriation d'un bien commun avec moult forces de l'ordre et des attitudes violentes de ces forces de l'ordre, alors qu'on est dans une obligation de transformer notre système agricole. On va parler évidemment du fond du problème et de la question de ces bassines, mais pour vous, c'est uniquement du côté des forces de l'ordre qu'il y a eu des attitudes violentes ? Non, je vous ai dit qu'il y avait des individus violents, donc vous le dis, il y a des individus violents. Maintenant, ce qui s'est passé du côté des forces de l'ordre est inadmissible, Comme David Cormand, chez vous, vous dénoncez une débauche de moyens en matière de sécurité ? Mais c'est une débauche de moyens, c'est une intimidation, une politique de l'intimidation. Et moi, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas de la part de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron la volonté d'aller chercher l'incident. Et d'ailleurs, il est en train d'avoir lieu, puisqu'il y a un homme aujourd'hui de 30 ans qui est entre la vie et la mort pour avoir défendu de l'eau. Pour vous, il y avait une volonté délibérée de Gérald Darmanin de provoquer ? Je trouve que depuis quelques semaines, il y a une modification de la politique de maintien de l'ordre dans les manifestations et qui est beaucoup plus dure et violente qu'elle ne l'était avant. Et je pense que, oui, il y a une volonté d'aller chercher l'incident. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une aggravation de la violence dans les manifestations ? Non, je rappelle quand même qu'il y a des pays qui ont modifié leur politique de maintien de l'ordre, particulièrement en Angleterre et en Allemagne, où il y avait des hooligans qui étaient ultra violents. Et aujourd'hui, en Angleterre comme en Allemagne, les manifestations se déroulent bien. Donc, en fait, la volonté de, par exemple, le retour de la Brave M, qui avait été créée pendant les Gilets jaunes, qui est une brigade qui est une brigade d'intimidation. Enfin, il n'y a pas d'autre terme. Pour vous, c'est pas une brigade de maintien de l'ordre ? C'est une brigade d'intimidation. La Brave M est une brigade d'intimidation. Qu'elle revienne en force est un signe manifeste qu'on veut tendre les choses. On va reparler de la Brave M, puisqu'il n'était pas question de la Brave M à Sainte-Soline. Je dis, il n'y a aucune intimidation qui fera taire les mouvements sociaux tels qu'ils sont actuellement. Vraiment. On va revenir, mais juste, il y avait des élus écologistes et des parlementaires écologistes qui étaient présents à cette manifestation qui était interdite. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, hier, s'est dit gênée que des parlementaires enfreignent la loi, qu'ils se mettent en contradiction avec le mandat qui est le leur. C'est ce qu'elle dit. Elle souhaite qu'ils soient sanctionnés dans le cadre de la loi. N'a-t-elle pas raison ? Mais il n'y a pas d'interdiction à aller sur un terrain privé et à être là et à être présent. Et au nom de quoi Yael Braun-Pivet nous dit où sont les bonnes luttes et les mauvaises luttes. Enfin, pardon, mais... Pour vous, c'est la place d'élus d'être dans des manifestations interdites ? Bien sûr. Interdites, c'est ça qu'elle pointait du doigt. Moi, j'ai déjà été à des manifestations interdites et j'y retournerai autant que de besoin. Et là, en l'occurrence, c'est une priorité numéro 1 pour nous qui est comment maintient-on un partage de l'eau, alors que l'eau se raréfie en France et que nous en avons besoin. C'est un bien vital, c'est un bien commun. Comment fait-on pour le partage de l'eau ? Eh bien, ces rassemblements sont d'utilité publique. Qu'il y ait des éléments violents à l'intérieur de ces rassemblements, c'est dommage, mais ces rassemblements dont l'essentiel est pacifique quand même, parce que c'était des rassemblements familiaux contre les méga-bassines, que ces rassemblements aient lieu est d'utilité publique. Justement, sur le fond du dossier, puisque Sainte-Soline, c'est la question des bassines et des retenues d'eau pour l'avenir de l'agriculture. C'est ce que défendent ces promoteurs.
Est-ce qu'une agriculture sans eau est possible? Quelle est l'alternative? Non, mais les méga-bassines, c'est typiquement ce qu'on appelle la maladaptation au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on fait comme si on allait pouvoir conserver une agriculture telle qu'elle est actuellement, comme si rien n'allait changer, simplement en conservant, en s'accaparant une partie de l'eau. Et ça n'est pas possible. Pour nourrir la population. Pour nourrir... Non, ça n'est pas possible de continuer l'agriculture telle qu'elle est actuellement. Il y a le rapport du GIEC qui est sorti, on doit diminuer de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'est plus du tout certain que nous arrivions à rester en deçà de 2 degrés. Nous sommes dans une situation d'urgence absolue sur le climat. Et vous trouvez que les agriculteurs ne s'adaptent pas? Qu'ils ne font pas d'efforts pour s'adapter au réchauffement climatique? Non, il n'y a pas d'adaptation à la hauteur des enjeux climatiques. Et par ailleurs, on ne peut plus continuer les cultures de maïs comme on le fait ou des cultures qui demandent énormément d'eau. Je rappelle par ailleurs que les méga-bassines dans les Charentes-Maritimes, il y en a 5 qui sont interdites par la justice et qui continuent à exister. Et que par ailleurs, c'est une région dans laquelle il y a un énorme problème de retrait-gonflement des argiles, ce qui fait s'effondrer les maisons individuelles et que si les nappes phréatiques ne sont pas correctement alimentées, alors ce problème s'accroît. Comment peut-on mettre en danger des populations entières simplement pour s'accaparer de l'eau pour continuer à faire du maïs? Cela n'a pas de sens. Et c'est vraiment typique d'un système productiviste qui est prêt à recourir à la violence plutôt que de vouloir s'adapter. Je dis, nous sommes à la limite de ce système-là et nous devons absolument regarder cette limite. Mais pour vous, il n'y a vraiment aucun effort? Les agriculteurs, ils ne s'adaptent pas? Non, les agriculteurs et particulièrement la FNSEA ne fait aucun effort pour essayer de modifier les productions. Non, nous ne faisons pas d'efforts pour diminuer la consommation de viande. Non, nous ne faisons pas d'efforts pour diminuer les cultures de maïs. Nous faisons comme si l'agriculture allait continuer comme elle l'est aujourd'hui. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et c'est mentir que de le dire. Et c'est accaparer des ressources précieuses que de vouloir continuer ce modèle-là. Ça n'est pas possible. Est-ce que vous encouragez l'installation d'une ZAD sur place? Mais les gens qui veulent installer une ZAD installeront une ZAD sans mon avis. Enfin, je veux dire, ils n'attendent pas l'avis de Sandrine Rousseau pour le faire ou ne pas le faire. Non, mais est-ce que vous aimeriez qu'ils le fassent? S'ils installent une ZAD, eh bien, j'irai sans doute dormir là-bas parce que je pense que l'eau est un bien suffisamment précieux pour que nous luttions pied à pied sur place. Donc c'est ce que vous souhaitez, qui est l'installation d'une ZAD et qui continue. Je vous dis que je ne souhaite rien du tout et que ce n'est pas moi qui irai l'installer, mais que oui, mais que vous irez y dormir quand même. Vous êtes quand même dans une approche radicale de l'écologie aujourd'hui, en raison de cette urgence, j'imagine. Non, mais l'urgence est d'une ampleur que nous refusons de regarder. Il y a eu le dernier rapport du GIEC, encore une fois, qui est sorti dans l'indifférence générale. Nous devons diminuer de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Les insectes ont disparu de 70%. Les populations d'insectes se sont effondrées. Et l'essentiel de cet effondrement est lié à l'usage excessif de pesticides dans l'agriculture. Quand est-ce qu'on réagit? On met nos enfants en danger, mais dans un danger vital, là. Comment on fait pour alerter sur les dangers auxquels on expose la population? Comment on fait pour modifier notre système? Quand est-ce qu'on fait en sorte que tout argent public aille à l'adaptation et à la transformation de notre système social et écologique en vue d'une résilience? Là, on fait comme si, et d'ailleurs Macron est l'emblème de cela, on fait comme si on allait continuer dans un système productiviste de PIB, et qu'il y a une espèce d'innovation technologique qui va nous tomber du ciel à un moment donné, qui va nous sauver. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Nous avons une responsabilité historique. Et même, j'ai envie de dire, tellement historique qu'il y a peu de générations qui ont eu une telle responsabilité en réalité. Serons-nous à la hauteur de l'enjeu? Serons-nous suffisamment intelligents collectivement pour comprendre notre responsabilité? Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que le système en place se défend violemment. Eh bien, nous serons nombreux et nombreuses à nous défendre pacifiquement pour faire en sorte qu'il change. On va parler du contexte social et de la réforme des retraites et des suites de la réforme des retraites. Elisabeth Borne, hier soir, dans un entretien à l'agence France Presse, annonce qu'elle n'aura plus recours au 49.3 en dehors des textes budgétaires. Ça vous satisfait? Mais enfin... C'est dramatique. C'est-à-dire que, voilà, alors maintenant, ils vont nous faire le changement de méthode. Je pense que ça fait à peu près la 7e fois qu'ils nous font le changement de méthode. Je pense qu'ils vont nous faire le coup de la pédagogie qu'ils n'ont pas suffisamment bien fait, etc. Je pense que ça fait 20 fois qu'ils nous font le coup de la pédagogie. Et maintenant, la phrase qui m'a le plus... scotché, je dois dire, ce week-end, c'est la question de... On va faire des textes plus courts, comme si les parlementaires n'arrivaient pas à comprendre un texte plus long. Non mais vraiment, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent cet état d'esprit qui consiste à dire qu'ils ont raison contre tout le monde. Ils n'ont pas raison contre tout le monde. Mais sur le 49.3,
Non mais elle va arrêter le 49.3 sauf sur les textes budgétaires, a-t-elle dit. Bon bah donc, elle n'arrête pas les 49.3, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Vous demandez sa suppression, vous demandez la suppression du 49.3. Mais bien sûr que je demande la suppression du 49.3, c'est Jérémy Jordanov qui a fait un texte là-dessus et il a bien raison parce que le 49.3 est un déni de démocratie. Elisabeth Borne, elle veut également l'apaisement avec les syndicats. C'est ce qu'elle dit toujours dans cet entretien. Elle va recevoir les groupes d'opposition la semaine prochaine. Que lui demandez-vous ? Mais il est temps. Il est temps qu'elle les reçoive. Normalement, dans un conflit qui dure depuis autant de semaines, elle aurait dû être accrochée à son téléphone pour essayer d'avoir les formations syndicales dans son ministère au moins 1, 2, 3, 5, 10 fois pendant ce conflit. Elle n'a jamais décroché son téléphone. Donc oui, elle va recevoir les groupes d'opposition et puis elle va faire de la pédagogie et puis elle va leur dire qu'elle va changer de méthode et puis tout va recommencer comme avant. Enfin, vraiment, ce sont des hamsters qui Il faut y aller. Il faut qu'Europe Écologie y aille. Ou vous dites que ça sert à rien d'aller à ces entretiens avec Elisabeth Borne. Bien sûr qu'il faut que Cyrielle Châtelain y aille et puis qu'elle écoute et elle va écouter le hamster qui tourne dans sa roue et voilà, et puis on va recommencer comme avant. Est-ce que ce qui se passe là ne dit pas aussi quelque chose sur cette difficulté, voire impossibilité à réformer la France ? Mais il y a une possibilité de réformer la France. D'ailleurs, elle se réforme très régulièrement, mais pas par la méthode autoritaire et violente qu'ils ont choisie. Là, je rappelle quand même, parce que pour moi, c'est le chiffre qui dit tout. Entre les 5% des salariés les plus pauvres et les 5% des salariés les plus riches, il y a 13 ans d'espérance de vie de différence. 13 ans. Et on dit tout le monde part à 64 ans. On mesure l'injustice, on mesure la violence sociale que ça représente. Donc, en fait, la France refuse de dégrader son système social. Les Français et Françaises refusent que l'on dégrade leur système social. Eh bien, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Et en fait, le peuple français est aujourd'hui le premier garant du système social, en réalité. Demain, dans ce contexte de forte tension sociale et de violence, aura lieu une 10e journée de mobilisation. Contrairement aux 8 précédentes, la 9e jeudi dernier a été émaillée de violence en marge des cortèges syndicaux. Est-ce que vous êtes inquiète pour la journée de demain ? Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent qu'elle n'ait pas lieu ? Alors c'est exactement ce que cherche le pouvoir, ça, que la violence dissuade les manifestations. Donc non, nous serons présents, je serai présente et nous serons présents en masse demain dans les rues parce qu'il s'agit de nos vies et qu'il n'y a aucune, mais pas plus en France que partout dans le monde, la violence des répressions n'éteint aucune révolution. Quel est votre mot d'ordre ? Quel est votre mot d'ordre pour demain ? Allons-y pacifiquement, allons-y avec de beaux slogans et prenons la rue comme nous l'avons toujours prise, c'est-à-dire de manière quand même très déterminée mais très joyeuse aussi. Moi, c'est ça qui me fascine dans ces manifestations, c'est que je n'ai jamais vu de manifestation aussi joyeuse et aussi solidaire en fait. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une volonté farouche de changer ce système. Et je pense même que ça dépasse un peu la retraite. Gérald Darmanin, ces derniers jours, dénonce cette violence inexcusable, pour reprendre son terme, de l'ultra-gauche. A-t-il raison, primo ? Et secondo, est-ce qu'elle nuit au mouvement, cette violence ? Eh bien, j'aimerais que Gérald Darmanin dénonce avec la même passion la violence de ces forces de l'ordre, plutôt que de dire que c'est de la fatigue d'individus isolés. J'aimerais beaucoup que Gérald Darmanin donne des consignes d'apaisement du maintien de l'ordre des forces de l'ordre. J'aimerais beaucoup que Gérald Darmanin sorte l'IGPN de la police pour qu'il y ait une formation indépendante qui soit en capacité de juger les exactions des policiers qui jettent l'opprobre sur l'ensemble des forces de l'ordre. Oui, j'aimerais que Gérald Darmanin dénonce ça. Il y a des enquêtes, il y a 17 enquêtes qui sont ouvertes à l'IGPN. Pour vous, ce ne seront pas des enquêtes indépendantes ? Si, mais l'IGPN est à l'intérieur de la police et ça fait partie des sujets. Dans bien des pays, l'IGPN est sortie de la police. Et d'ailleurs, je salue la chef de l'IGPN qui a été la seule, à ma connaissance, à avoir eu des mots forts sur l'enregistrement qui est sorti des Braves M et qui a dit que ça jetait l'opprobre sur l'ensemble de la police. C'est la seule. C'est la seule aujourd'hui. Donc vous lui faites confiance sur ces enquêtes ? Oui, je lui fais confiance, sauf que je serais encore plus en confiance si l'IGPN était sorti de la police. Et que la police des polices ne soit pas dans la police. C'est quand même la base, en fait. Et ça ne résoudrait pas tous les problèmes, mais ça permettrait de restaurer un petit peu de confiance. Plusieurs milliers de sanctions chaque année contre des policiers en France. Oui, mais là, en l'occurrence, on voit bien que ce qui s'est passé... Parce qu'en fait, il y a à la fois les sanctions de ceux qui
sortent du droit commun, mais il y a aussi une politique du maintien de l'ordre qui ne va pas. Et en l'occurrence, sur les bassines, par exemple, on ne sait pas si les policiers ont été en dehors du droit commun, ont dépassé la ligne rouge de ce qui est interdit. Ce qui a posé problème aux bassines, c'est les consignes, c'est les ordres de maintien de l'ordre. C'est ça qui a posé problème. Et donc, nous avons une politique de maintien de l'ordre en France qui est bien trop brutale. On l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit avec les bassines. Et je le dis aux forces de police, je le dis au ministre de l'Intérieur, la police n'est pas là pour garantir votre politique. Elle est là pour garantir la paix sociale. C'est ça, normalement, l'objet et l'objectif de la police. Et pour vous, Gérald Darmanin ne partage pas ça? Et là, non, Gérald Darmanin utilise la police à des fins de maintenir ses réformes à lui, les réformes de son gouvernement. Cela n'est pas possible. La dissolution de la Brave M n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce que dit le préfet de police de Paris. Vous la demandez toujours? Non seulement elle n'est pas à l'ordre du jour, mais en plus, il est prévu qu'elle augmente, puisque aujourd'hui, il y a 92 équipages de la Brave M, et pour les JO, les Jeux Olympiques à Paris, il est prévu que ça monte à 150. Donc non seulement il n'est pas question au sein du gouvernement que cette brigade se disparaisse, mais en plus, elle est appelée à augmenter. Nous demandons sa dissolution. Nous demandons sa dissolution. Ne serait-ce que par l'intimidation qu'elle génère dans les manifestations. Il n'est pas possible que des gens arrivent en scooter, que des policiers arrivent en scooter, en moto ou en quad, avec l'effet que ça a d'arriver en bande comme ça, et avec des matraques et tapes à tout va. Cela n'est pas possible en démocratie. Et donc, oui, il nous faut une dissolution de cette Brave M qui est une honte à notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon a eu une phrase qui fait réagir hier. Il a dit que si la NUP arrive un jour au pouvoir, il faudra soigner les policiers de la Brave M, les membres de la Brave M. Vous partagez ça? Je pense que soigner, il a voulu dire qu'il n'était pas normal que des policiers se satisfassent d'utiliser la violence comme cela. Eh bien, là-dessus, oui, il n'est pas normal que des policiers qui ont quand même une mission de service public se satisfassent de faire ça. Vous dites aussi qu'il faudra les soigner? Non, moi je dis pas ça, mais je dis qu'il n'est pas normal que des policiers qui sont en charge d'une mission de service public se satisfassent de cette violence. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dans le journal du dimanche, dit qu'il y a un continuum entre la violence du discours politique et les violences exprimées dans la rue. Qu'en dites-vous? Et vraiment, arrêtez avec cela. Je lui dis, arrêtez avec ces éléments de langage. Ils ne mettent que de l'huile sur le feu, ils ne font que souffler sur les braises. A-t-on vraiment besoin de cela en ce moment? Ce qui met la France à feu à sang, c'est votre violence sociale. C'est la violence sociale dont vous faites preuve depuis le début du mandat. Je rappelle que la réforme des retraites se sédimente avec celle sur le chômage, où on diminue les allocations chômage. On oblige les gens à accepter n'importe quel emploi en les privant d'argent. C'est ça la violence sociale dont vous faites preuve. C'est le fait d'annoncer lors d'une allocution du président de la République à 13h, la seule mesure qui est annoncée est celle de 15 à 20 heures de travail pour le RSA, pour les dépositaires du RSA. Enfin, vraiment, c'est ça la violence sociale dont vous faites preuve. C'est ça qui met le pays à feu à sang, parce que nous sommes un pays qui aimons notre système social. Et à juste titre, il est unique au monde. Est-ce que vous allez continuer à siéger au Parlement? Fabien Roussel pose la question de l'utilité pour les parlementaires de continuer à siéger dans ce climat et dans ces conditions. Quelle est votre position? Je continuerai à siéger, mais en effet, à chaque fois que je vais à l'Assemblée nationale, j'ai un sentiment de malaise en ce moment. Parce que je me dis, à quoi sert cette instance? Il y a de belles dorures sur les murs et au plafond. Il y a du beau velours rouge, mais au fond, c'est un théâtre de pouvoir. Mais ça n'est pas, le pouvoir n'est pas là, puisqu'on dénie le pouvoir au Parlement. Et je le dis parce que ça peut paraître très lointain pour les citoyens et citoyennes, mais à partir du moment où le Parlement devient une coquille vide, juste un décorum de pouvoir, la démocratie est en danger. Et la démocratie est quand même le bien le plus précieux que nous avons pour décider des politiques publiques, pour décider du partage des richesses, pour décider de tout ce qui fait notre avenir. On sent une forme de tristesse dans vos propos. Pourtant, le 49.3 n'est pas nouveau. Celui qui l'a le plus utilisé, c'est Michel Rocard, homme de gauche. Alors déjà, il ne l'a pas utilisé sur un temps aussi court que celui d'Elisabeth Borne. Et par ailleurs, le 49.3, que ce soit utilisé par Michel Rocard ou par Elisabeth Borne, est toujours une erreur. Toujours une erreur et toujours un aveu de faiblesse. Toujours un aveu d'autoritarisme d'un gouvernement qui ne sait pas trouver de majorité.
On parlait de l'Assemblée à l'instant et cette hypothétique dissolution de l'Assemblée qui est toujours une possibilité pour Emmanuel Macron pour retrouver une majorité. Et en même temps, le dernier sondage IFOP pour le JDD donne une préférence au Rassemblement national dans l'hypothèse d'une dissolution. Ça vous inquiète ? Mais évidemment que ça m'inquiète, mais moi je veux une dissolution pour que précisément nous allions convaincre les gens et que nous allions refaire campagne et que nous reformions un Parlement qui soit issu de ce mouvement social en fait. Sauf que d'après les sondages, ceux qui convainquent, c'est le Rassemblement national. Est-ce que c'est pas l'échec de la NUP ? Oui, mais les sondages se sont trompés bien des fois. Et par ailleurs, le Rassemblement national, et je le dis aux électeurs et électrices, n'est pas une issue puisqu'ils n'ont jamais défendu les petits. Jamais, contrairement à ce qu'ils disent. Ils ont un discours là-dessus, mais ils n'ont pas de fait. Sauf qu'à l'heure qu'il est, cette bataille, ce combat de la rue leur est favorable. Dans la perception. Dans un sondage, il y a une augmentation du Rassemblement national. Moi, je dis juste aux électeurs et électrices, le Rassemblement national ne défend pas les petits. Je le redis au moment de la loi pouvoir d'achat. Il y avait la possibilité de voter les amendements d'augmentation du SMIC, qui aurait été aussi une forme de solution au manque de financement des retraites. Eh bien, ils s'y sont opposés. Ils n'ont pas voté cette augmentation du SMIC. Ils ont essayé de se rattraper tant bien que mal après avec une proposition de loi qui était ni fait ni à faire et qui en fait n'augmentait pas de manière structurelle le SMIC. Mais voilà, ils n'ont pas voté ça. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas en soutien des petits. Ils disent qu'ils le sont. Ils disent qu'ils le sont. Mais c'est comme dans ce conte, vous savez, où il y a le loup qui trempe sa patte dans la farine et qui montre sa patte blanche derrière la vitre de la porte pour mieux manger les agneaux. Et ben c'est cela, en fait, le Front National et le Rassemblement National. Ils mettent leurs pattes dans la farine pour montrer patte blanche, mais la réalité est qu'ils n'en ont rien à faire des petits. Un mot sur une législative qui n'est pas un sondage, c'était la législative partielle hier dans l'Ariège. Le second tour opposera donc la candidate sortante, la députée La France Insoumise, à la candidate dissidente socialiste. Et c'est un peu une surprise, elle progresse de 9 points, elle a éliminé le Rassemblement national. Comment avez-vous regardé ces résultats ? Déjà que ce sont deux candidates de gauche qui sont au deuxième tour et que ça fait du bien. Et après, Bénédicte Taurine a quand même une avance conséquente sur la challengeuse qui est PS dissidente et que je la félicite de ce score parce qu'elle arrive largement en tête. Et vous voyez, là, on n'est pas dans un sondage, on est dans la réalité d'un vote. Et dans la réalité du vote, eh bien... Et une terre de gauche. Et une terre de gauche. Une terre de gauche, oui, mais la NUPES a progressé. Et la NUPES est en... Alors là, elle recule un peu par rapport au mois de juin, Bénédicte Taurine. Largement en tête. Et c'est la socialiste dissidente qui progresse fortement. Non, mais elle est largement en tête. Et la gauche est au deuxième tour, puisque ce sont deux candidates de gauche. Donc vraiment, voilà, n'ayons pas peur d'une dissolution. Est-ce que vous appelez la candidate dissidente socialiste à se retirer, comme le fait la direction du Parti socialiste ? Vous comprenez cet appel ? Oui, je le comprends parce que la NUPES, ça n'est pas une simple alliance électorale. C'est la construction d'une alternance future à une politique libérale. Et ça ne nécessite pas de coup de canif dans cet accord. En fait, c'est quelque chose qui doit s'installer. C'est pas une triangulaire. Donc est-ce que c'est pas aux électeurs de trancher entre la dissidente socialiste et la candidate LFI ? Mais il peut y avoir des électeurs qui tranchent, mais là, profondément, nous avons une responsabilité face à la montée du Rassemblement national. C'est de proposer une alternative. Et une alternative qui s'inscrit dans le temps, qui est ancrée, qui est enracinée. Pas une alternative qui est comme un bouchon à la surface des mers et qui est comme ça ballotté d'élection en élection. Nous devons avoir une construction au long cours et enracinée. Et c'est ça que fait la NUPES. Donc oui, j'appelle la dissidence. Une dernière question. Justement, est-ce que c'est pas un coup de poker ? Parce que vous prenez l'exemple de l'Ariège pour dire, voyez, n'ayons pas peur d'une dissolution parce que la gauche peut gagner, la NUPES peut gagner, mais est-ce que c'est pas un coup de poker par rapport au Rassemblement national au niveau du pays ? Mais moi, je n'ai pas peur de retourner devant les électeurs et électrices. Je n'ai pas peur de cela. Je sais je sais combien ils sont attachés aux valeurs de solidarité, à un modèle social, à une radicalité écologique, combien ils veulent que notre société change. Je n'ai pas peur de cela. Et j'invite vraiment mes collègues à ne pas en avoir peur. Merci Sandrine Rousseau. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci Fabrice. On passe au Club des Territoires.